Eh bien, merci beaucoup pour cette, comment dire, cette continuation du travail qu'on avait effectivement et qui montre la richesse de Tocqueville. Alors, moi, je me sentais un peu comme les étudiants en médecine quand on décrit les symptômes, ils ont l'impression qu'ils ont tous les symptômes. Et je me disais, mais notre époque cumule tout. Il n'y a plus la vertu, le commerce, il n'y a plus d'honneur. Où sont les freins, de notre modernité? Et je pensais même plus profondément, j'ai été très intéressé par ces citations, dans le fond, je ne parle même pas de sacrifice, où sont les frustrations, comment dirais-je, organisées aujourd'hui? Bien sûr, on cumule des frustrations personnelles, individuelles, privées, mais où sont, particulièrement pour les juges qui sont chargés d'administrer les peines, on se rend compte à quelle la difficulté qu'est celle de la démocratie moderne. Donc je pense que moi j'ai reconnu dans pêle-mêle, alors après effectivement je pense que c'est beaucoup plus subtil, mais pêle-mêle on retrouve quand même beaucoup de traits de notre monde contemporain. Et on comprend mieux pourquoi la corruption est à ce point préoccupante. Oui, alors je n'ai pas insisté dans le détail sur tous les leviers, disons, que Montesquieu décrit, hein, les leviers donc, qui sont liés à l'essor de l'économie. Et je pense que ce qui est très fort dans l'analyse de Montesquieu, c'est qu'effectivement c'est un penseur de l'émergence de l'économie politique. Et c'est ça qui le rend si important aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas un penseur qui a tenté de penser la politique hors sol, hein, si on ose dire, mais il a vraiment tenté de l'ancrer aussi bien, disons, voilà, dans les phénomènes politiques que dans les phénomènes économiques, qui à ses yeux sont aussi des phénomènes politiques. Hein, donc penser ensemble l'économie et la politique. Alors voilà qui nous le rend terriblement contemporain. Alors qu'est-ce qui serait aujourd'hui, disons, voilà, l'analogue un peu, hein. Alors, dans un livre qui me paraît très intéressant, Anne Simonin, hein, dans un livre intitulé Le déshonneur dans la République, Anne Simonin a essayé de faire une sorte de transposition, on pourrait dire, de Montesquieu aux républiques contemporaines. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Donc c'est la dernière citation, hein, que je vous avais proposée sur l'exemplier. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, Anne Simonin essaye de penser une sorte de mixte d'honneur et de vertu qui permettrait d'infuser dans le droit les catégories de Montesquieu et de penser, disons, de nouvelles peines infamantes qui condamneraient le déshonneur dans la République. Donc la corruption étant une forme de déshonneur, on pourrait dire, alors pas tout à fait au même titre que la traîtrise, hein, où évidemment c'est d'abord à des forfaits plus graves, mais disons qu'il y aurait là une forme de lutte possible contre la corruption à partir d'un nouvel usage du droit. Je crois néanmoins que la lecture attentive de Montesquieu nous invite à ne pas trop vite suivre cette piste. Dans un chapitre qui me paraît l'un des plus remarquables de l'Esprit des lois, qui est le dernier chapitre du livre 5, donc 5.19, Montesquieu dit pourquoi ce qui est utile à la démocratie ou même à la République est non seulement inutile mais pernicieux dans les monarchies, a fortiori dans les États despotiques. Et il prend l'exemple des censeurs. Les censeurs, comme je vous le disais, c'est le cœur de la République. Il faut qu'une République ait des censeurs, il faut éliminer la tiédeur, il faut voilà, activer le zèle, hein, fût-ce un petit peu à la baguette. Hein. Les censeurs seraient non seulement inutiles, mais pernicieux dans la monarchie, hein, parce que, nous dit-il, précisément, le principe de la monarchie, ce n'est pas la vertu. Et l'honneur, c'est-à-dire, pour le dire vite, le désir de reconnaissance, hein, le désir de reconnaissance est tel que l'honneur a pour censeur tout l'univers. C'est-à-dire qu'en réalité, la louange, le ressort de la louange et du blâme, voilà, ce ne sont pas tel ou tel juge particulier, hein, c'est en réalité une sorte d'auditoire ou disons, de scène universelle, et la lutte pour la reconnaissance se joue sur cette scène, alors vis-à-vis de ses pairs d'abord, vis-à-vis de l'histoire ensuite. Hein. Et donc je crois que là on a un levier intéressant pour penser la différence entre voilà, la vertu démocratique au sens antique et puis la situation moderne au sens antique. Oui, Gérald. J'étais très intéressé par votre conférence et il y a deux ou trois choses sur lesquelles je voudrais intervenir, et d'abord en allant dans le même sens que ce que dit Garafon, c'est-à-dire il n'y a pas de frustration organisée. Parce que ce qui m'a été, ce que je trouve saisissant dans
la troisième et la quatrième citation, c'est à des gens à qui il ne faut rien que le nécessaire, il ne reste à désirer que. Et dans la quatrième, leur règle les prive de toute chose sur lesquelles les passions ordinaires s'appuient, reste donc cette passion, c'est-à-dire cette valeur soustractive, qui fait que précisément il y a une nécessité d'une frustration organisée pour qu'il y ait une certaine politique. Alors, ma question, c'est qu'évidemment, j'ai plusieurs questions, mais il y en a une, bon, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au fond, vous montrez, et je crois à juste titre, qu'il n'y a pas d'essence de la corruption. Il y a des cas de corruption, et qu'on ne peut pas faire un concept unifié de la corruption. Bon. Alors, à partir de là, j'ai plusieurs questions. Alors, je ne vais pas les poser toutes, mais une ou deux. La première porterait sur le fait que la pensée de Montesquieu me semble, je vais être spécialiste, hein, je connais bien Montesquieu, mais pas être des spécialistes, me semble absolument liée à cette interaction que vous avez bien soulignée entre la loi et le principe. Les lois et le principe. Et donc la question n'est pas tant qu'aujourd'hui on aurait à renoncer au principe de la vertu. La question est qu'on aurait à renoncer à tout principe ou passion dominante. Et donc dans la démocratie, notre démocratie actuelle, le fait qu'il n'y ait plus ni la vertu ni l'honneur, et qu'au fond l'honneur soit à reverser du côté de la vertu d'une certaine manière, fait qu'on a une société démocratique qui n'a plus de nerfs, de ressort. Et c'est ça la question, c'est-à-dire que est-ce que le modèle de Montesquieu ne repose pas beaucoup sur cette dynamique entre les lois et le principe qui fait qu'il y a quand même une détermination qu'il appelle une passion, dans la ligne au fond de Richman sur les passions et les intérêts, une passion. Et alors, ce que dit Tocqueville, à savoir que nous entrons dans une société démocratique, c'est-à-dire une société sans passion, signifierait aussi qu'on rentrerait sur une constitution politique qui n'aurait plus une sorte de deuxième levier du politique que les lois, et qui serait le principe. Et donc là, j'ai une question qui se pose sur notre modernité à partir de là. La deuxième chose porterait sur, évidemment, ce que vous avez dit sur Machiavel, mais donc, je pense que Machiavel, que Montesquieu, comme Machiavel, mais très différemment, ne se rapporte pas à l'idée du meilleur régime, mais pense la question à partir du pire. On est dans la modernité telle que Strauss l'a très bien vue, telle qu'en tout cas il l'a interprétée. Mais alors, je ne suis pas sûr, tout au moins mon interprétation de Machiavel n'est pas celle-là, je ne suis pas sûr que l'on puisse à ce point rabattre la pensée, comme le fait Montesquieu je pense, la pensée de Machiavel du côté de la vertu républicaine comme sacrifice. Et je pense par exemple d'abord à des choses très simples, tous les textes de Machiavel où il dit que la sévérité de la loi précipite la corruption, et où il va dans le même sens que ce que vous dites concernant les censeurs. Et je pense particulièrement au fait que moi ce qui m'a intéressé dans Machiavel, c'est justement le double du prince et du discours, c'est le fait qu'il y a une pluralité des enjeux dans le corps politique, et qu'il y a un pluralisme interne à la société. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'il y a là deux philosophies de la pluralité, Montesquieu et Machiavel, mais très différentes, très différentes. Pour autant qu'il y a une pluralité, je dirais, de l'hétérogénéité dans Montesquieu plus forte, en raison de la multiplicité des types de causes. Et en même temps, il y a une pluralité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs régimes qui ont chacun leur, entre guillemets, je dirais, dignité, leur titre de valeur. Et alors que la pluralité, telle que la pense Machiavel, comme conflictualité, c'est une pluralité des enjeux entre l'enjeu du pouvoir de dominer des grands et l'enjeu de la recherche de la liberté pour elle-même du peuple. Et là, il y a une pluralité interne des enjeux, et qui donne lieu à une conflictualité. Alors, est-ce que nous ne serions pas, ce serait triste, dans le deuil de Montesquieu et de Machiavel, c'est-à-dire il n'y a plus de ressort d'un principe unique et dominant qui au fond, règle la relation avec les lois dans un rapport, je dirais, sans cesse de réciprocité, et où il n'est pas le dernier mot. Bon. Et le deuil de la pensée de Machiavel, où il y a une possibilité d'une pluralité d'expression
dans un conflit civil où la valeur n'est pas la vertu, mais la vertu, c'est-à-dire quelque chose qui quand même compose avec la violence, avec une certaine férocité, avec le pouvoir d'un État fort, avec ce qui échappe, et de loin, à la dimension de la vertu républicaine telle que les républicains se l'ont compris. Merci beaucoup pour ces deux questions. C'est très intéressant. Donc, sur le premier point, je ne suis pas sûre qu'il faille se désoler d'un absolu, disons, d'une absolue perte de tout ressort dans nos démocraties. Alors, en particulier, des travaux récents sur l'éthos démocratique en France, hein, en tout cas, et plus généralement sur l'éthos répandu dans le monde du travail, parce que je pense qu'il ne faut pas dissocier l'État et la société civile, pour le coup, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser au monde du travail au même titre qu'au monde de la justice et de la politique. On montrait notamment qu'il pouvait y avoir persistance d'une certaine logique, qui était peut-être celle de l'Ancien Régime, c'est-à-dire finalement la logique des corps, la logique des corps intermédiaires, et corrélativement, alors ce qui serait non plus l'honneur, bien sûr, sous cette forme-là, mais un sens du statut qui subordonne le désir de reconnaissance à un certain nombre, disons, de codes et de critères. Alors on pourra dire que ce désir de reconnaissance subordonné à un code n'est peut-être pas universellement répandu dans nos démocraties, on a suffisamment de preuves, et très médiatique encore. Néanmoins, je ne pense pas non plus qu'il faille complètement dire que, par exemple, le sens du statut est complètement disparu. La France, par exemple, est un pays où les corps existent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, je préfère parler du cas de la France. Le cas de la France, c'est un pays où le sens du statut a un sens, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'effectivement, les corps intermédiaires persistent. Et si on réfléchit à la façon dont Tocqueville relie Montesquieu, c'est-à-dire l'art de l'association comme nouvelle forme post-révolutionnaire de la théorie des corps intermédiaires, si on relie Montesquieu à partir de Durkheim, c'est-à-dire dans la seconde préface de la division du travail social, comment raviver, en quelque sorte, ranimer l'esprit des corps intermédiaires dans les corporations professionnelles. Bon, après, elles ont eu un triste destin. Mais voilà deux façons au moins de repenser, disons, la logique des corps, à la fois dans le monde du travail et dans le monde politique, qui fait qu'on peut penser des modifications, des altérations du ressort qui ne soient pas nécessairement des pertes totales. Non, bien sûr. Bien sûr. Voilà, ça me semble important. Ça me semble important. Alors, Tocqueville, lui, prophétisait, à partir de l'exemple américain, la substitution d'un nouveau patriotisme au patriotisme des anciens, c'est-à-dire le ressort de l'intérêt bien compris. Pourquoi pas, mais il me semble que c'est le seul ressort possible. Voilà. Alors, sur la deuxième question, c'est-à-dire finalement la question de savoir s'il ne faut pas aussi faire le deuil de cette pluralité conflictuelle, disons, qui animait la pensée machiavélienne. Alors il me semble que, disons qu'il y a un autre décalage dont j'ai pas eu le temps de parler entre Montesquieu et Machiavel, qui est très intéressant. Finalement, d'où vient la corruption? C'est toujours une question qu'on pose, quelle est l'origine du mal? Chez Machiavel, c'est pour... il me semble, vous me contredirez si je me trompe, essentiellement le désir des grands quand même. En tout cas, disons le désir de pouvoir, le désir de dominer, plus encore que le désir du peuple, ce pourquoi la garde de la liberté doit être confiée de manière privilégiée au peuple. Chez Montesquieu, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait un pas de plus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune proposition générale qui peut être faite sur l'origine du mal. Autrement dit, dans une démocratie, la source de la corruption, ce sera pour l'essentiel, alors pas seulement, mais ce sera pour l'essentiel, alors pas le peuple en général, parce que Montesquieu dit aussi, la corruption commence rarement par le peuple, qui tire de son peu de lumière un attachement plus fort pour l'ordre établi. Mais disons que la corruption est plutôt quand même la corruption du peuple. Dans l'aristocratie, la corruption, c'est la corruption de la caste dominante. Dans la monarchie, c'est plutôt la corruption qui vient d'en haut, qui vient du monarque. Si bien que dans chaque régime, en fait, il y a une forme de corruption qui est toujours assignable à des groupes sociaux différents. Et donc il n'y a pas un groupe social qui serait, entre guillemets, responsable de la faute. Voilà, donc cette pluralisation est complète en un sens. Alors ça, je pense que c'est une leçon très intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours tendance à vouloir assigner, effectivement, des responsabilités. On dit, bon, voilà, les élites sont responsables, le peuple est innocent, ou au contraire, voilà, le peuple est coupable et les élites sont innocentes. Je crois qu'il y a chez Montesquieu quelque chose de très intéressant là-dessus,
à la fois sur le fait qu'il n'assigne pas un groupe social à l'origine de la corruption, et sur le fait qu'il ne dit pas, et ça c'est une autre dimension dont j'ai finalement pas eu le temps de parler, que la corruption vient d'une erreur de jugement. Ça, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est quelque chose d'important aussi. C'est-à-dire que la corruption, c'est pas nécessairement, voilà, parce que ça serait facile, et c'est ce que dit Hobbes par exemple, si le peuple est le premier responsable de la corruption, c'est parce qu'il n'y voit pas clair, il n'est pas lucide, il ne comprend pas qu'il faut une souveraineté absolue, une obéissance radicale aux lois. Voilà, c'est pas du tout ce que dit Montesquieu. Hein, c'est pas une erreur de jugement qui est ultimement responsable de la corruption. Voilà, donc ça c'est disons la leçon qui me semble intéressante de ce point de vue-là. Je ne sais pas si on doit en faire le deuil. Non, mais est-ce que... Je ne suis pas du tout persuadé de ce que la seule corruption, la corruption déterminante dans la pensée de Machiavel, soit uniquement la corruption des grands. Je crois que la corruption, c'est précisément que, d'abord, il y a une corruption du peuple, qui est évidemment en retour, et puis surtout, la corruption, c'est le fait que tous les éléments d'une même société recherchent la volonté de dominer, de pouvoir. Et donc, c'est la disparition de cette pluralité des enjeux dont je parlais. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que la société démocratique a des ressources. Quand je dis le deuil, je veux dire que la question de la pureté de la conflictualité, peut-être que Machiavel a pu la penser, et indépendamment de la question du soubassement sur l'origine du mal, la question de la diversité des ordres, telle qu'on peut la trouver chez Pascal, indépendamment du fait qu'au fondement, il y a une corruption plus profonde, qui est anthropologique. Eh bien, cette question de la diversité, on a du mal aujourd'hui à retrouver une expression de cette diversité des ordres. Je crois qu'un des penseurs qui a essayé de le tenter de façon très juste et très intéressante, c'est Walzer. Et que c'est là quelque chose qui aussi peut nous permettre de repenser le problème de la reconnaissance. Jean-Henri, non, un commentaire? Oui, moi je voudrais vous poser une question qui me vient à l'esprit après avoir écouté ces deux leçons et puis d'autres préoccupations que j'ai. Je ne cacherai pas que mon impression, c'est que c'est très difficile de concevoir comment ces pensées elles ont un côté un peu caduque si on réfléchit en termes de société nationale, mais en termes d'organisation de la société politique internationale, qui est peut-être aujourd'hui la seule qui vaille et la seule où il y a des vrais enjeux. D'abord parce que l'économie est mondialisée, en plus parce qu'on est dans une situation où fondamentalement, du point de vue de la morale politique, on est dans une société mondialisée, je veux dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis cette espèce de volonté d'instaurer une société où il y a des grands, où il y a le peuple, on ne sait pas trop où il est, peut-être par qui le représenter, on ne sait pas trop, où il y a une diversité de... Voilà, comment Montesquieu pourrait aider à penser la société politique internationale, qui est quand même des enjeux majeurs, simplement du bien-être même de chacun de nous. Alors que le truc franco-français, italo-italien, ça ne serait plus à grand-chose. Vous voyez, là... ça tombe bien en un sens, votre question, parce que de fait, Montesquieu est l'un des premiers penseurs de la mondialisation, si on ose dire, si on ose employer ce terme. C'est-à-dire que, je ne voudrais pas faire d'anachronisme inutile, mais Montesquieu est le premier à avoir pensé l'histoire de l'Europe comme, disons, le levier d'une histoire de la mondialisation, c'est-à-dire qu'en réalité, comme il dit, l'histoire du commerce et l'histoire de la communication des peuples. C'est-à-dire que dès lors qu'on pense la puissance expansive de l'Europe, telle qu'elle existe depuis la découverte de l'Amérique, la puissance expansive qui passe par la colonisation, commerçante et conquérante, dès lors qu'on pense tous ces leviers qui sont liés au commerce, et Montesquieu considère que le commerce est plutôt pacifique par opposition à la conquête, on pense avec Machiavel aussi, disons qu'en réalité, on pense nécessairement à l'échelle internationale, enfin il n'utilise pas ce terme, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il faut penser à la fois la constitution d'une histoire universelle, et ça Montesquieu la pense, c'est-à-dire comment, de manière concrète, advient une histoire universelle à partir, disons, des voyages, de la navigation, des rencontres avec l'altérité orientale, etc., l'Amérique, bon. Et puis d'autre part, comment se constitue un espace économique mondial qui va, à terme, et ce n'est pas le terme de Montesquieu, devenir un espace public et politique mondial. Alors, au moment où écrit Montesquieu, il y a une théorie du droit des gens, il n'y a pas évidemment de théorie des institutions internationales, et Montesquieu ne croit pas, contrairement à l'abbé de Saint-Pierre, aux institutions
je dis pas internationale, mais européenne. C'est-à-dire qu'au moment où écrit Montesquieu, il y a un grand projet d'institution, disons, pour mettre fin aux guerres européennes, c'est l'abbé de Saint-Pierre, un projet de paix perpétuelle, l'idée qu'on pourrait arbitrer les différends devant un tribunal commun et qu'on pourrait en quelque sorte trancher le litige par la voie du droit. C'est ce que Montesquieu juge complètement chimérique. Lui, il a une pensée vraiment réaliste, entre guillemets, des rapports de force à l'échelle des nations. Et donc, il y a un droit des gens, certes, mais ce droit des gens est souvent infléchi, corrigé par les intérêts nationaux. Donc, il n'est pas du tout dans une optique de la construction des normes internationales et de la construction d'un droit international. Voilà. Même s'il existe une normativité du droit des gens. Bon. Voilà, donc tout ça pour dire que à la fois Montesquieu est un penseur de la mondialisation, mais il est penseur d'une mondialisation qui passe par la société civile. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire... Aujourd'hui, c'est intéressant de penser ça. Exactement. Et bon, moi, je mène un travail parallèle sur la notion d'Europe. Montesquieu est aussi l'un des premiers penseurs de l'Europe. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il ne pense pas l'Europe à partir justement comme Saint-Pierre ou de Kant ou comme Kant, à partir des institutions, mais à partir de la logique de la société civile, à partir de la logique des besoins et à partir de la logique de la culture. Donc, société civile et culture, ça me semble aujourd'hui une voie qui mérite d'être explorée. Vous me permettrez juste de faire un petit commentaire comme ça. Je ne pense pas qu'il faille parler aujourd'hui de la mondialisation. On est dans une forme de mondialisation. Et il y a déjà eu d'autres pensées d'expansion mondiale. Peut-être aujourd'hui, on est simplement dans l'effet retour de la mondialisation commencée avec le colonialisme, par exemple. Bon, il n'y a pas la mondialisation tout d'un coup qui débarque avec Clinton. Il y avait déjà des pensées, d'un espace mondial, alors beaucoup moins connu, qui n'était peut-être pas global au sens où ça couvrait toute la Terre, mais voilà, ça c'est juste une chose comme ça. Bah moi, j'embrayerai là-dessus. Je crois que ce qui caractérise notre mondialisation, c'est qu'elle est pensée essentiellement à partir des règles. Mais c'est très saillant dans ce séminaire. C'est-à-dire que tu as parlé du sport. Finalement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pense notre monde? On le pense à travers l'économie, le sport et les procédures démocratiques, mais en tant que procédure. Et à chaque fois, c'est extraordinaire, et à chaque fois, il s'agit de règles qui ne valent que par elles-mêmes. C'est-à-dire que le propre du sport, de la procédure juridique telle qu'elle est pensée par la Banque mondiale et de l'économie, c'est qu'elles n'ont pas besoin de mœurs. Il y a un refoulement des mœurs. Et ce que je trouve formidable chez la pensée de Machiavel, et encore plus peut-être parce qu'il y a à cause de cette pluralité chez Montesquieu, c'est qu'il pose la question des mœurs. Finalement, les mœurs sont aperçues aujourd'hui que par rapport à des règles, comme des irritants, comme du retard, comme quelque chose qui empêche. Et pourquoi? Parce qu'elles sont particulières. Bien sûr, elles sont particulières, les mœurs. Et elles sont particulières et culturalisées. Elles ne rentrent pas dans une typologie politique comme ce que fait Montesquieu. Là, c'est très puissant. Et ça reste aujourd'hui, à mon avis, quelque chose d'extraordinairement nouveau. C'est-à-dire qu'il ne dit pas les Chinois sont comme ça, sont comme ça parce qu'ils sont chinois. Ils sont comme ça parce qu'il y a le despotisme et parce qu'il y a les manières et les principes. Des déficits culturalistes chez Montesquieu. Oui, bien sûr. Alors, moi, et je pense qu'un des problèmes de la corruption, à la fois pourquoi la corruption est centrale aujourd'hui et pourquoi elle n'est pas pensable, c'est parce que on sent bien qu'un monde qui repose que sur des règles formelles, eh bien il y a l'obsession du match truqué, des marchés bidonnés et des fausses procédures, des procédures bidons. On retrouve toujours cette dimension-là. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cette incapacité de penser les mœurs? Quand est-ce que les mœurs disparaissent, quoi? Est-ce que c'est pas notre problème finalement, à contrario, la question des mœurs? Alors, je ne saurais trop partager cette position. Je pense que effectivement, la relecture qu'on peut faire à la fois des pratiques et de la théorie politique contemporaine, disons depuis Rawls à peu près, depuis la théorie de la justice, disons le procéduralisme politique. Procéduralisme. Alors, le procéduralisme est coupé des mœurs, c'est une évidence. C'est-à-dire que la théorie normative se conquiert comme un reflux des mœurs. Ça me paraît clair. Et du coup, on interprète finalement toute la perversion, tout le mal, le problème de la pathologie politique à propos comme une atteinte au fair play. C'est pour ça que la comparaison avec le sport est évidemment très intéressante. Parce qu'effectivement, finalement, qu'est-ce que c'est? On fausse les règles du jeu,
on n'est pas esprit sportif, c'est-à-dire finalement on contre, on détourne, on n'est pas fair play, finalement c'est ça le problème, le vrai problème. Et à partir... Justice as fairness. Voilà, justice as... Mais bon, ça c'est encore peut-être un peu plus complexe, mais disons que cette idée que pour exister, la procédure doit être délestée de tout ce qui est particulier, singularité. La chair des mœurs, et les mœurs, c'est ce que, comme je le disais pour commencer, c'est la matière. C'est-à-dire que si on pense la corruption, malgré tout, la corruption, c'est corruption d'un ensemble matériel, et c'est en tant que il y a de la matière que ça s'altère aussi. Donc si tu essayes de penser la corruption à partir de la simple forme du droit ou de la simple procédure, finalement on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on voit plus le corps, on voit plus la chair, on voit plus... Alors encore une fois, moi j'entends chair ici pas du tout dans le paradigme théologique, mais voilà, dans l'analogue politique... Alors, c'est ça. Et je pense... Gérald, oui. Après, vas-y. Non, ce que je pense, c'est que derrière ça, il y a une pensée mécaniciste. Dans le fond, c'est un retour de ce que on appelait le physicalisme. C'est-à-dire que cette représentation du monde des hommes, du monde de la culture, comme un monde mécanique. Alors, est-ce que je peux juste un tout petit peu nuancer? Parce que justement, la grande force de Montesquieu, Newton du monde moral, c'est d'avoir transposé Aristote, et en un sens Machiavel, dans un champ de force qui est celui de la physique moderne. Et bon, je voyais un peu des sourcils se fronter quand je parlais de l'étendue du territoire, ça paraît vraiment bizarre cette histoire, même si Durkheim prolonge ça ensuite. C'est bizarre, l'État change d'esprit à mesure qu'il change de limite. Ça, c'est du physicalisme malgré tout, c'est-à-dire que, on ne peut pas dire le contraire, c'est-à-dire qu'en réalité, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est contre Machiavel. Machiavel disait, bon voilà, il faut que l'État croisse pour ne pas se corrompre, c'est-à-dire pour rester vivant et finalement dynamique. Montesquieu dit non, pas du tout, hein. S'il croit, et ben là, il s'expose au péril de la dissolution, et tous les grands... Oui, bien sûr, mais bon, tous les grands empires se dissolvent, et au fond, il faut de la modération, c'est-à-dire rester dans des limites... qui sont défendables et puis qui sont des limites dans lesquelles l'esprit peut se tenir en un sens. Hein. L'esprit, il est dans un corps, et donc le corps politique, il ne faut pas qu'il se dissolve indéfiniment. Le problème de la mondialisation, c'est aussi celui de la dissolution des limites, hein. Peut-être pas celui des frontières, mais en tout cas la dissolution des limites. Et donc évidemment, l'esprit qui se loge dans ce corps-là, il n'est pas forcément très dynamique, hein, il n'est pas, voilà, peut-être qu'il manque de ressort et de vitalité. En tout cas, il faut trouver des corps intermédiaires pour pouvoir, voilà, ranimer le ressort. Et donc, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il faille critiquer le mécanisme ou le physicalisme en général. Hein, il me semble ça... pas de la même chose. Non, excuse-moi, je précise ma pensée. Par exemple, je vois, aujourd'hui, on comprend les comportements humains à partir des sciences de la nature. Voilà. Ça, il y a un déplacement majeur. C'est-à-dire que, par exemple, en criminologie, et ça va exploser avec les big data. C'est-à-dire finalement, le big data porte à nouveau une nouvelle utopie épistémologique qui consiste à dire on va enfin comprendre entièrement le monde, non plus par la causalité, mais par la corrélation. Et par la corrélation que permettent les algorithmes. Et donc, en criminologie, on le voit bien, c'est-à-dire qu'on va penser le comportement criminel, mais à partir de données qui sont la statistique financière, ou la statistique tout court, d'ailleurs pas nécessairement financière, et c'est-à-dire à partir de la régularité, c'est-à-dire c'est compris dans le paradigme même, à partir du moment où on comprend l'humain sans l'humain, on est dans ce physicalisme, on est dans l'idée que la vraie science, mais c'est extrêmement important dans les universités américaines aujourd'hui, c'est law and economics ou le big data, c'est vraiment, il faut se débarrasser de l'humain pour penser l'homme, enfin. Oui, alors, bon. Je connais, et je ne partage pas évidemment law and economics, c'est pas du tout mon client, mais je tiens quand même à dire que Montesquieu était naturaliste. Oui. C'était un naturaliste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver chez lui d'opposition au naturalisme. Il n'y a pas de spiritualisme, si tu veux. Justement, quand il pense l'esprit, justement, l'esprit, c'est pour ça quand les limites, voilà, quand les limites s'étendent, l'esprit se dissout. C'est-à-dire que, voilà, on est dans une pensée de l'union, on est dans une pensée du mixte, mais l'esprit n'est pas hors de la matière. Voilà. Et donc, en ce sens, Montesquieu va être repris à son compte par le naturaliste Charles Bonnet, qui va fonder la psychologie
l'ancêtre de la psychologie cognitive, c'est Charles Bonnet. Charles Bonnet est un grand admirateur de Montesquieu, et après Charles Bonnet, Vicq d'Azir, et Comte dira, ah bah oui, Montesquieu, c'est pas tout à fait ça, mais après il y a eu Bonnet, Vicq d'Azir, et voilà, on a enfin fondé la psychologie sur des bases scientifiques. Donc on peut pas dire que Montesquieu c'est autre chose que ça, parce qu'en un sens, ben voilà, Montesquieu le fait à l'échelle des peuples, et non pas à l'échelle des individus, mais c'est quand même un naturaliste. Et il s'est intéressé à l'histoire naturelle, il avait le projet d'écrire l'histoire de la Terre. Voilà, il a commencé à l'Académie des sciences de Bordeaux en tuant des canards et des oies pour voir combien de temps ils pouvaient avoir d'air dans leurs poumons. Enfin voilà, il n'était pas du tout dans la division sciences de la nature, sciences de l'homme. C'est une division ultérieure en un sens. Oui, je voudrais juste dire un mot de votre ordre. C'est sur la question du rapport entre le procédural, la politique et la mondialisation. C'est que le problème, un des problèmes que je vois, mais partiellement, c'est que Montesquieu pense l'économie comme solution. J'entends par là que les lettres de change, c'est précisément ce qui fait que l'État ne peut plus faire main basse sur les hommes comme sur un territoire. Et le problème de notre époque, si on transpose, c'est que l'histoire ou le devenir des lettres de change est tout autre. Et là, il y a une difficulté à savoir sur quoi s'appuyer maintenant. Non mais ça, vous avez parfaitement raison. Enfin, c'est ce que j'essaie de dire dans mon livre sur l'économie, c'est-à-dire que la question des rapports entre souveraineté et économie mondialisée a complètement changé de nature. Du temps de Montesquieu, l'adversaire c'était le despotisme. Et on pouvait prendre appui sur l'économie pour combattre le despotisme, c'est-à-dire la prise, finalement la prise sur les hommes et sur les biens. Hein, évidemment, la lettre de change, c'est l'émancipation des Juifs, qui jusqu'alors étaient persécutés. La situation s'est inversée. Ben oui. Maintenant, le risque, ça n'est plus tant pour nous le despotisme. Hein. Enfin bon, je veux dire, c'est toujours une menace, mais c'est pas notre menace la plus immédiate. Notre menace, c'est la finance internationalisée. Et en même donc temps, c'est c'est la exactement discrimination. l'inverse. C'est une autre forme de despotisme. Mais en un sens, c'est aussi, on peut pas en faire abstraction, c'est-à-dire le phénomène est là. Et Montesquieu a pensé que c'était par là qu'il fallait aussi entrer dans la modernité, par la question de la finance. Voilà. À ce moment-là, il faudrait penser à la corruption des appareils statistiques. Oui, alors aussi, mais je pense à cette phrase de tout citoyen se comporte comme un esclave échappé de la maison de son maître. C'est une phrase qui vient de Platon à l'origine et qui a été repris par Montesquieu. Mais ce que dans le fond, ce qui est, pour le dire autrement, cette vision naturaliste de la politique par Montesquieu fait qu'elle n'est pas vécue sous forme, qu'elle n'est pas approchée sous forme d'un projet, collectif, délibéré, politique, au sens de, justement, la politique, c'est ce qui nous sauve à la fois du naturalisme et du spiritualisme, vu que c'est le destin que s'assigne un peuple. Bon, je pense en politique européenne, par exemple, la nation, voilà, c'est une... alors, cette vision un peu... voilà. Est-ce que la politique, parce que à mon avis, c'est le grand problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de penser à la mondialisation sans la politique, sans le fait que des peuples aient envie de s'assigner un destin, etc. Non ? Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Enfin, je ne suis pas certaine, ça c'est un peu un autre débat, mais je ne suis pas certaine que la politique se construise nécessairement comme un antinaturalisme. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on prend, bon moi j'ai beaucoup travaillé sur Charles Taylor, donc le philosophe canadien, défenseur du multiculturalisme, etc. Bon, lui construit effectivement la politique comme ça. C'est-à-dire qu'il part de la critique de l'épistémologie, d'une certaine vision naturaliste des sciences de l'homme, de cette épistémologie-là, et ensuite il construit effectivement sa théorie morale et politique comme, voilà, une critique de ça. À titre personnel, je ne suis pas convaincue qu'il faille nécessairement être antinaturaliste pour fonder ou refonder la politique, si tu veux. Et je partage ton souci de refonder, c'est-à-dire de penser la mondialisation avec la politique et non pas sans elle, et je ne suis pas sûre qu'il faille pour cela être antinaturaliste, et je pense que justement l'exemple de Montesquieu, c'est un exemple intéressant où on a une pensée de l'homme qui est une pensée très complexe, très fine, avec un naturalisme qui n'est pas caricatural évidemment, et qui nous ouvre des perspectives sur voilà, une nouvelle articulation entre nature, société, culture et politique, hein, qui inclut l'économie et qui ne l'exclut pas, mais qui pour autant n'est pas voilà, une relégation du naturalisme.
Mais c'est un débat très complexe, Oui, hein, c'est on va pas vrai. le trancher. Mais peut-être parce on qu'il va est pas le trancher. newtonien aussi. Parce qu'il est newtonien, bien sûr. Parce qu'il est newtonien, il est aussi cartésien en un sens. Enfin, il y a des formes de cartésianisme et de newtonianisme. Et à l'époque, ça n'a pas de sens de penser hors de ce champ de force-là. C'est-à-dire que l'homme est un champ de force, la politique est un champ de force, il faut articuler des forces, et au fond, on ne peut pas penser hors de ce champ de force. Hein. Et de ce point de vue, la nature et la société sont en continuité. Hein. Il n'y a pas de discontinuité. Bon. J'apprends, j'écoute. Avec passion. Avec passion. Mais est-ce que le politique, justement, c'est pas cet art d'équilibrer les forces qu'on trouve un petit peu chez Montesquieu, qui me semble là très intéressant, parce qu'on n'est pas dans la procédure, et en même temps, il dit, bah voilà, c'est pas en rajoutant des lois qu'on va arranger les choses. Donc il y a une sorte de pensée aussi un petit peu contre l'hubris, contre les abus de pouvoir aussi. Et la pensée des limites par l'équilibre des forces, ça me paraît très intéressant comme... C'est la grande leçon de Montesquieu. Hein. C'est-à-dire que c'est un penseur des forces, des contre-forces, hein, c'est-à-dire des pouvoirs et des contre-pouvoirs, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire effectivement, on ne va pas considérer que l'ambition peut être autodisciplinée, mais on va opposer les ambitions. C'est ce qu'a retenu la Constitution américaine de 1787. Est-ce qu'il l'a pensé au niveau économique aussi? Alors, au niveau économique, il l'a pensé en un sens à tous les niveaux, hein, mais disons qu'au niveau économique, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que ce qu'il pense, c'est aussi comment les lois de l'État doivent appréhender les nouveaux phénomènes émergents, disons. Hein. Donc, bon, évidemment, il ne pense pas encore comme Smith, Ricardo et Marx, où voilà, il y a d'un côté les rentiers, de l'autre côté, etc. Il n'est pas encore dans une logique de la... disons, des classes, voilà, et même Keynes avec le tableau économique. Donc il n'est pas encore dans cette logique de comment s'organise le marché intérieur et comment équilibrer à l'intérieur, ou comment organiser le circuit de production. Il est plutôt en train de penser l'économie à l'échelle internationale, au fond, c'est ça qui l'intéresse, quels sont les effets, hein, bénéfiques ou nocifs. Donc d'un côté, le commerce pacifie les mœurs, adoucit la férocité, conduit à la tolérance, etc. De l'autre, bon, le commerce corrompt les mœurs. Donc on est toujours dans cette ambivalence, les effets bénéfiques, les effets nocifs. On est dans une pensée des effets, des conséquences, on n'est jamais dans une pensée des analyses d'essence, effectivement. La nature d'un phénomène doit toujours être pensée du point de vue de ses effets. Donc il n'y a pas une sorte de nature intrinsèque, l'économie n'est pas un mal, l'économie n'est pas un bien, elle peut produire de bons effets ou produire de mauvais effets. Et c'est pareil pour toutes les institutions, au fond. Pour tous les phénomènes sociaux, pour tous les phénomènes politiques. Et vous avez raison de dire que c'est la question, c'est celle de l'équilibre. C'est-à-dire comment, par exemple en Angleterre, bon voilà, l'équilibre des pouvoirs, ça j'en ai pas reparlé, mais évidemment c'est de ça qu'il s'agit, l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre des partis, l'équilibre des passions, on est à chaque fois, il y a des strates. Et c'est pour ça que Montesquieu est un penseur finalement si mal aimé, hein, je le constate à chaque fois, peut-être pas ici heureusement, mais je le constate partout où je vais, c'est-à-dire qu'en fait, bon, Montesquieu est considéré comme un penseur poussiéreux, complètement désuet, bon, après la Révolution, pourquoi penser avec lui, ensuite, bon, c'est quand même finalement un penseur lié voilà, à l'aristocratie, on lui renvoie ses origines, etc. Et puis au fond, cette idée d'équilibre, de modération, ça paraît très fade. Bon, on valorise énormément la radicalité politique, donc tout ça paraît quand même très mou. Et alors, c'est tout sauf une pensée molle, enfin, je veux dire. Voilà, donc, moi, ce que j'essaye de faire à ma modeste échelle, c'est effectivement essayer de redonner un peu de vigueur à cette pensée-là. Il peut y avoir une dimension très radicale aussi à cette dimension d'équilibre aussi qu'on peut repenser et qui peut être... En tout cas, c'est pas une radicalité de la posture. Et puis, c'est pas son fameux chapitre sur l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il n'est pas français du tout de ce côté-là, c'est pas une action commune. C'est pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'on oppose la théorie rousseauiste de la volonté générale, donc le face-à-face du citoyen et de l'État, et puis la théorie des corps intermédiaires ou des partis chez Montesquieu. Effectivement, c'est une théorie de la médiation. C'est pour ça que Hegel est un grand disciple de Montesquieu. Hein, c'est-à-dire c'est la théorie qui s'inscrit dans le sillage de Montesquieu. Hein, une théorie de la médiation, une théorie des corps au niveau de la société civile. C'est un immense lecteur de Montesquieu. La théorie de l'esprit du peuple qui dérive de la théorie de l'esprit général. Hein. Bon, après, il en fait quelque chose de beaucoup plus essentialiste, avec un souffle aussi en un sens vitaliste, hein, mais... Logique. Voilà, mais évidemment, c'est un grand lecteur de Montesquieu. Et Habermas. Oui.
que je ne connais pas bien. C'est procéduré. Hein, Oui. et Montesquieu, cette expression, j'avais bien aimé chez Habermas quand il disait les nations comme communauté intermédiaire, échelon indispensable pour, si j'ai bien compris, pour accéder à l'universalité. Mais il faut qu'elle, c'est une communauté, mais il faut qu'elle sache qu'elle doit rester intermédiaire. Mais l'intermédiaire est indispensable. Bah, disons que Habermas, c'est quand même un peu... Bon, c'est pas comme Rawls un néo-kantien, mais c'est quand même effectivement... En tout cas, il est devenu après des travaux sociologiques et marxistes d'origine, il est devenu quand même effectivement un penseur de l'éthique communicationnelle, c'est-à-dire finalement que les décisions doivent être prises ensemble dans un, voilà, dans un idéal délibératif. Alors, c'est quelque chose qui finalement est très loin de Montesquieu, et dans son grand livre, hein, que moi je trouve remarquable, hein, Droit et démocratie, Habermas considère qu'il y a deux grands piliers de la démocratie moderne, c'est la souveraineté du peuple et les droits de l'homme. Hein. Donc penser la souveraineté du peuple et les droits de l'homme, c'est revenir à Rousseau et à Kant, hein, essentiellement comme les grands piliers, hein, de la théorie démocratique. Et après, Montesquieu, c'est très marginal. Puis il y a l'idéal de la transparence. Il y a un idéal de la transparence communicationnelle, il y a un idéal de la non-manipulation, il y a un idéal qui n'est pas du tout dessus de Montesquieu. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de passion. Mais il faut, disons, alors il y a aujourd'hui, cela dit, des théoriciens qui, dans le siège d'Habermas, essayent de faire droit, hein, je pense à quelqu'un comme Sharon Cross notamment, mais il y a tout un courant en fait des éthiques ou des politiques, enfin délibérativistes comme on dit, qui essayent de réintégrer la passion à quelque chose qui pouvait paraître effectivement extrêmement désincarné. C'est vrai que ça reste quelque chose qu'il faut construire. C'est vrai que le dernier Habermas est plus intéressant. Et il revient à la question de la religion, il revient à la question de la bioéthique sur les remarquables. Ceci dit, il y a une question, c'est que est-ce que les corps intermédiaires sont aujourd'hui, en tout cas au XXe siècle, si modérateurs? C'est une question. C'est une question très difficile. Très difficile. C'est une question très difficile. En France, on a bien vu, bon, on en parlait effectivement avant cette séance, on a bien vu comment la dernière présidence, enfin, l'avant-dernière si on veut dire, a essayé de bousculer la structure corporatiste de l'État français et d'abolir à bien des égards, en tout cas d'affaiblir les pouvoirs intermédiaires, hein, les corps intermédiaires. Et on a bien vu quand même qu'ils résistaient, c'est-à-dire qu'on voit à la capacité de résistance qu'il y a bien quelque chose, hein. Il y a bien des corps. Alors ça peut être des corps très anciens régimes, hein, les notaires, voilà, qui sont organisés en corporation, il y a encore des corporations d'ancien régime, mais ça peut être le Conseil d'État, ça peut être des nouvelles formes aussi, hein, post-révolutionnaires, qui jouent leur office, alors pour ça vous savez ça mieux que moi, ou non, de contre-pouvoir, hein. C'est-à-dire qu'effectivement... on est dans un système, en tout cas on est dans un système de corps pour le meilleur et pour le pire, et on ne peut pas avoir le meilleur sans avoir le pire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le corporatisme. C'est-à-dire croire qu'on peut avoir une logique des corps sans corporatisme, c'est justement ne pas comprendre l'essence finalement de ce que sont les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'un, c'est ce qu'avait compris Rousseau, hein, c'est-à-dire que les sociétés partielles font obstacle à la volonté générale. C'est-à-dire que si on veut voilà, que le citoyen vise l'intérêt général, il faut détruire les corps. Donc ça, c'est la loi Le Chapelier, et tous les corps n'ont pas été abolis par la loi Le Chapelier, donc il en reste. Donc soit on est rousseauiste, soit on est, pas montesquieuien, mais en un sens, il y a vraiment deux voies de ce point de vue-là, on ne peut pas faire l'un et l'autre. Et toute forme d'intérêt poussé par une corporation, au lieu d'être vu de manière bénéfique dans la perspective rousseauiste, c'est déjà le début de la corruption. Ah mais oui, la corruption pour Rousseau, bien sûr, je ne suis pas revenue là-dessus. Oui, évidemment, la corruption, c'est la corruption par l'intérêt de corps autant que par l'intérêt personnel, ou familial. Oui, bon, c'est vrai que c'est plus dangereux en un sens, c'est-à-dire que on croit bien faire en un sens à l'échelle de son corps, mais finalement ça fait obstacle à l'intérêt général. C'est pas quelque chose qui nous conduit sur la voie, c'est pas une médiation favorable. C'est une médiation au contraire qui fait figure d'obstacle. Alors on a aussi remarqué, parce que déjà pour notre séminaire, on va arrêter ensuite, mais on remarque aussi quand même cette grande ligne de force que la corruption et les mœurs, que c'est d'autant plus important de comprendre les mœurs, que les mœurs sont le milieu, c'est la chair de ces règles, et que si les mœurs sont corrompues, les bonnes lois
deviendront mauvaises et qu'à l'inverse, des mauvaises lois sur un corps sain. Maintenant, Machiavel et Montesquieu. Voilà. Oui, c'est ça, se rejoignent. Ça, c'est la grande leçon. Je crois que Mais c'est la grande leçon. c'est vraiment quelque chose, il faudrait faire des cours sur Machiavel à la Banque mondiale, ou alors, parce que Mais il y avait quelqu'un de la Banque. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le procédural dans le pur, procédural effectivement, pur. et j'avais conclu mon intervention la dernière fois sur le fait que Transparency International proposait toute une série d'indicateurs, de moyens procéduraux de faire obstacle à la corruption, et qu'à mon sens, en tout cas, dans un certain nombre de pays comme la France, ça ne pouvait pas fonctionner, ça ne pouvait pas réussir. C'est la chronique d'un échec annoncé. Et puis, aussi cette idée de Montesquieu que je trouve très, très importante, c'est que la corruption et l'anticorruption ne sont pas comme le cycle et le contre-cycle en économie, ou comme l'inspiration et la respiration. L'anticorruption est beaucoup plus douloureuse, brutale, difficile à instaurer que la corruption. Il n'y a pas du tout cette équivalence pour Montesquieu. On va au mal par une pente invincible, c'est ça, bah oui, bien sûr. On remonte au bien que par un effort. C'est formidable ça, parce que ça c'est... Ouais, il faut remonter après. C'est La bien pente qu'il y est a un lisse, ressaisissement dans le principe. qui n'est pas toujours possible. Enfin, merci beaucoup, c'était très intéressant et ça montre des lignes, ça dessine des lignes de force pour notre séminaire, ça c'est réconfortant. Alors, la semaine prochaine, Anne-Lorraine Bujon, Anne-Lorraine Bujon ici présente sur les États-Unis et la corruption.